Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Depuis bientôt 20 ans, il conduit les destinées de la Turquie. Au sommaire, entre coups de gueule et coups de poker, Erdogan sur tous les fronts, dans le Caucase, en Syrie, en Libye et en mer Égée. Le coup d'État de juillet 2016, suivi d'une vague de purges sans précédent dans les institutions de la Turquie. L'économie de la Turquie, la fin du miracle entre vérité et faux semblants. Enfin, la question de Chypre, l'île divisée depuis 46 ans, redevient un sujet de crispation avec les Européens. Recep Tayyip Erdogan, le conquérant, le sultan pyromane, jusqu'où ira-t-il? La Turquie contre le reste du monde, Erdogan lance la bataille du gaz. Ces quelques grands titres pêchés dans la presse internationale illustrent combien la Turquie et son président sont devenus source de questionnement, voire d'inquiétude. Tayyip Recep Erdogan multiplie les aventures militaires, il verrouille son pays de l'intérieur, revendique des portions de la Méditerranée, il met au défi l'Alliance Atlantique et bouscule même Vladimir Poutine. Le président de la Turquie menace aussi les Européens. Il intervient frontalement dans le débat en France sur les caricatures du prophète et la liberté d'expression, osant même suggérer à Emmanuel Macron d'aller voir un psychiatre. Que dire d'un chef d'État qui traite ainsi les millions de fidèles d'une autre religion? D'abord qu'il aille passer un examen de santé mentale. Erdogan ne semble reculer devant rien, ni dans le verbe, ni dans l'action. Nous allons essayer de comprendre la trajectoire, les virages, le charisme et l'autoritarisme de ce président qui se veut être le nouveau leader du monde musulman et un acteur incontournable de la scène internationale. Recep Tayyip Erdogan le répète sur tous les tons, son pays ne se laissera pas marcher sur les pieds, par personne. Et sous sa conduite, la Turquie montre ses muscles. En Syrie, Erdogan misait au début sur la chute du régime Assad, mais à l'automne 2019, c'est contre les forces kurdes qu'il passe à l'offensive, au nord et à l'est du pays. L'armée turque et ses milices islamistes affiliées contrôlent désormais ces territoires en rouge, au nord et dans la province d'Idlib, dernière enclave qui résiste encore au régime de Damas. Les Russes et les Turcs ont passé des accords de circonstance sur le terrain, mais l'équilibre est fragile, car dans ce conflit syrien, Moscou et Ankara n'ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes intérêts. L'armée turque est également engagée en Libye depuis le mois de janvier. Grâce à cet appui en matériel et en hommes, le gouvernement de Tripoli a repoussé l'offensive sur la capitale du maréchal Haftar. La Turquie se pose comme un nouvel acteur central dans ce conflit en obtenant au passage des droits d'exploration au large des côtes libyennes. Les gisements de gaz représentent un enjeu majeur en Méditerranée orientale et le président turc entend y prendre sa place. Il réclame un redécoupage des frontières maritimes établies il y a un siècle. Nous utiliserons jusqu'au bout les droits que nous confèrent les conventions internationales. Et nous sommes déterminés à remettre à leur place quiconque voudra nous arrêter. L'envoi en mer Égée de ce navire d'exploration sous escorte militaire a fait monter la tension de plusieurs crans avec la Grèce, mais aussi avec la France et l'Italie qui ont envoyé sur place des navires de guerre. Chypre, dans ce contexte, redevient un autre sujet de crispation. Chypre, divisée depuis 1974 avec sa partie nord de facto sous contrôle de la Turquie. Un nouveau président totalement favorable au régime d'Ankara a d'ailleurs été élu en octobre. Erdogan a accouru pour le féliciter et en bon provocateur, il a fait une apparition dans la petite ville de Varosha, abandonnée depuis la partition de l'île, mais toujours revendiquée par la partie grecque.
Après 44 jours de violents combats et près de 5000 morts, les armes se sont tues dans la région du Haut-Karabakh, que se disputent depuis 30 ans l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le cessez-le-feu a été obtenu par Vladimir Poutine à Moscou. Mais la Turquie et les combattants acheminés depuis le nord de la Syrie auront joué un rôle décisif dans la victoire des soldats azerbaïdjanais. Dans cette région du Caucase et en Asie centrale, cela fait longtemps que la Turquie déploie son influence. Sous l'impulsion d'Erdogan, des liens très forts, énergétiques, économiques, culturels ont été établis avec les ex-républiques turcophones de l'URSS, bien au-delà des rives de la Caspienne, jusqu'au Kirghizistan et même au Tadjikistan. Quand Erdogan veut renouer avec la grandeur ottomane d'autrefois, il n'hésite pas, là aussi, à empiéter sur le précaré de Moscou. Bonjour Abraham Ziadis. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitisme. C'est une figure bien connue sur les écrans de la RTS, de TV5 Monde. Vous suivez depuis 30 ans l'évolution de la Turquie. Vous avez accompli d'innombrables reportages. Abraham, la Turquie est engagée aujourd'hui militairement en Syrie, en Libye. Elle vient de jouer un rôle décisif dans l'issue du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh. Quel est au fond le projet politique derrière cet activisme à l'international? Alors, tout d'abord, la Turquie se retrouve aujourd'hui à une présence militaire sur 13 pays. 13 pays où il y a de une centaine à plusieurs milliers d'hommes. Par exemple, une base militaire de plusieurs milliers d'hommes se trouve au Qatar. Alors, évidemment, cette évolution-là est récente. Elle date en partie du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan à partir de 2003. Je crois qu'il faut dire, et je crois que le président Erdogan lui-même ne me contredirait pas, si on dit que rapidement, le président a fait comprendre que la Turquie est un peu à l'étroit dans des territoires qu'elle a, de toute façon, depuis le début de sa création en 1923, elle a contesté, si vous voulez, la légalité des frontières que les grandes puissances, les alliés, lui ont imposées. Alors, jusqu'à maintenant, modus vivendi, aucun dirigeant politique de Turquie depuis 1923 n'a ouvertement contesté ces frontières. Recep Tayyip Erdogan, c'est un homme décomplexé vis-à-vis du passé historique de la Turquie, du passé de l'Empire ottoman, et donc depuis cette époque du pouvoir d'Erdogan, eh bien aujourd'hui, il n'y a aucun complexe à dire la Turquie est une puissance qui va opérer là où ses intérêts sont concernés. Quitte même à se retrouver sur le terrain, en Syrie, en Libye, dans le camp opposé à celui de Poutine et de Moscou. Hein. Alors, il faut aussi bien comprendre que dans toute l'histoire, la Russie et l'Empire ottoman, puis la Turquie, n'ont jamais été des partenaires. Elles ont toujours été, si vous voulez, des ennemis. La Russie a œuvré énormément pour la chute de l'Empire ottoman, plusieurs guerres. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, depuis les opérations militaires russes en Syrie depuis 2015, eh bien, après un incident avec un avion russe qui a été abattu par les forces turques, il y a eu comme une entente, un modus vivendi. On a l'impression que la Turquie et la Russie sont des partenaires alors qu'ils sont régulièrement en zone d'affrontement. Mais sans s'affronter. Oui, il y a une cohabitation. Il y a des lignes rouges qui ne sont pas franchies. Ouais. Il y a une cohabitation comme si les deux dirigeants de cette région du monde se disent quelque part que, au fond, il y a une collaboration possible aussi longtemps qu'il y a concertation de présence de deux puissances antagonistes qui finalement peut-être ne le sont pas autant que ça. On a le sentiment tout de même que la Turquie a beaucoup plus d'ennemis que d'amis, alors qu'au début, je dirais le slogan de la politique étrangère turque, c'était zéro problème avec les voisins. Alors, j'en reviens aux traités qui ont fait la Turquie moderne. La Turquie estime depuis toujours qu'elle n'est pas dans ses frontières naturelles et historiques. Donc, depuis sa création, mais au fond, on peut dire depuis la Seconde Guerre mondiale, la Turquie est toujours en zone de turbulence avec la plupart de ses voisins. Du temps de l'époque, du temps de la guerre froide, eh bien, la Turquie était un pilier de l'OTAN. Hein, c'était la présence vis-à-vis de l'Union soviétique.
un pilier fidèle de l'OTAN, raison aussi pour laquelle c'est un pays qui militairement est puissant désormais. Cette puissance militaire lui est due par ses frontières avec l'Union soviétique. Alors, on peut dire plusieurs choses. Aujourd'hui, contrairement aux périodes précédentes où il y avait toujours, par exemple avec la Grèce, par exemple aussi avec la Syrie et avec l'Irak, il y avait régulièrement des opérations militaires depuis les années 80 de la Turquie en Irak contre la guérilla kurde, mais également sur la zone syrienne. Donc tout cela n'est pas nouveau, mais aujourd'hui c'est l'ampleur, si vous voulez, et l'aspect décomplexé, l'audace d'un pays par rapport à son histoire. Puis l'audace aussi, c'est dans le verbe d'Erdogan, qui n'a pas hésité à comparer Mme Merkel à l'origine nazie, qui n'a pas hésité tout récemment à laisser entendre que M. Macron souffrait de problèmes psychiatriques. Voilà, là, on peut dire que, si vous voulez, les 5-6 premières années du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan a été une période de concertation avec l'Union européenne, c'est-à-dire avec l'idée que la Turquie deviendra un pays finalement adéquat pour l'Union européenne. Et puis rapidement, eh bien, je pense qu'on aura compris, face à la tiédeur et même, je dirais, à la fraîcheur de l'Union européenne, la Turquie change de ton. La Turquie décide de s'ouvrir vers le monde oriental et c'est là que, évidemment, tout change dans la personnalité du président. Quel est le fil rouge entre l'Erdogan des débuts et l'Erdogan qu'on connaît aujourd'hui, conquérant, insolent, qui provoque l'étranger? Eh bien, voilà, c'est un autre. Le personnage Erdogan, eh bien, c'est un homme qui est né dans des milieux populaires. Si vous voulez, il est né dans le quartier de Kasım Paşa. Kasım Paşa à Istanbul, c'était un quartier de petits trafics, un quartier malfamé, des trafics de cigarettes, peut-être un peu de trafic de drogue ici et là. C'est un homme qui a vécu dans les milieux populaires, méprisé ces milieux populaires par les élites. Et c'est petit à petit, finalement, dans ces années 70, où la Turquie est dans une ébullition, parce qu'on croit que la Turquie est toujours tenue d'une main de fer, mais il y a des périodes d'ébullition impressionnantes. On pourrait parler de quasi-guerre civile dans les années 70, puis ensuite, à partir des années 80 avec la guérilla kurde. Bref, dans ce contexte extrêmement perturbé, où l'on trouve l'extrême gauche maoïste la plus étroite, l'extrême droite nationaliste des loups gris, eh bien, Erdogan se dit, comme beaucoup d'autres probablement, qu'il y a une identité turque à trouver et l'identité religieuse fait partie de ce personnage. C'est-à-dire une identité religieuse qui s'adresse à des classes populaires, des classes de province, qui sont en fait des classes conservatrices, tout simplement parce que dans les provinces de Turquie, eh bien, on ne vit pas comme à Istanbul, on ne vit pas comme les élites, on est pauvre souvent, on a des lopins de terre, on travaille dans des conditions difficiles, et c'est en s'identifiant à cette population-là qu'Erdogan construit un mouvement politique religieux. Alors, avant de poursuivre, Abraham, j'aimerais qu'on revienne sur le coup d'État de juillet 2016, coup d'État manqué, qu'on peut considérer comme un tournant pour la Turquie et aussi dans la trajectoire du président Erdogan. On continue cet entretien juste après ce sujet de Mélanie Ohayon avec Serge Chériot. Plusieurs commandos de l'armée turque dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Ils tentent d'investir des lieux clés du pouvoir à Ankara et Istanbul. Au même moment, le président Erdogan intervient de manière inattendue en direct à la télévision. Il demande à ses fidèles de renverser les putschistes. Ceux qui ont troublé l'atmosphère vont le payer très cher. J'aimerais le dire tout à fait clairement. En quelques heures, les militaires sont maîtrisés. Bilan, plus de 250 morts et plus d'1 millier de blessés. Erdogan décrète l'état d'urgence et resserre son emprise sur l'armée. En quelques jours, des purges d'une ampleur sans précédent. 100 000 fonctionnaires sont limogés ou suspendus. Nous allons éliminer le virus de toutes les institutions étatiques, car ce corps s'est propagé comme un cancer.
Erdogan ne s'arrêtera pas là. 4 ans plus tard, selon les chiffres officiels, plus de 155 000 personnes sont toujours sous enquête pour terrorisme. Près de 30 000 ont été incarcérés. La majorité des inculpés ont écopé d'une sentence à perpétuité, à commencer par les militaires putschistes. La police traque en particulier les membres du réseau Gülen, considérés par le pouvoir comme des traîtres à la nation et des terroristes. Le prédicateur Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis, est lui désigné comme l'instigateur du coup d'État. Aujourd'hui, après cette tentative de putsch, je vous le demande, livrez à la Turquie l'infâme qui vit en Pennsylvanie. Depuis sa retraite en Pennsylvanie, Gülen nie toute implication. Il avance même l'hypothèse d'une manipulation du président lui-même pour faire le ménage. Abraham, ce coup d'État manqué, c'est étrange tout de même. On n'est pas toujours convaincu de la version officielle. Alors, évidemment, il y a la version officielle qui se veut être le renouveau de la Turquie, du président Erdogan et de son parti, avec tous les témoins qui veulent bien s'exprimer, qui racontent à quel point il s'agissait d'événements violents, à quel point il s'agissait de mettre ou d'assassiner le président Erdogan ou de le mettre en prison, de le renverser, etc. Et puis, alors, il y a la version de l'opposition, des journaux, de la gauche, qui dit que ce coup d'État, selon eux, a été, en fait, préparé, mais a été... des sources militaires ont exfiltré les informations, ce qui a permis au président Erdogan de laisser faire ce coup d'État pratiquement jusqu'au bout pour sortir en héros. Sortir en héros, effectivement. À part ça, quelle que soit la version, c'est un tournant quand même. C'est un tournant et on peut, effectivement, ce fut à ce moment-là un tremplin politique énorme pour le président Erdogan. Là, ça a été une chape de plomb sur tout un pays. Donc, on l'a dit... La justice, les enseignants, l'administration... Et en particulier, les mouvements de gauche, la presse en particulier. Donc, si vous voulez, il y avait l'intention de dire, si on touche à ma personne, on touche à la démocratie turque, et à ce moment-là, donc, de prévoir, de prendre les rênes, par une réforme constitutionnelle, les rênes de tous les pouvoirs de la Turquie. Pour certains, c'est une dictature, pour d'autres, c'est, disons, une autocratie. Alors justement, au début, on percevait, en tout cas ici en Europe, Erdogan comme ce dirigeant, chef d'État, capable de faire la synthèse entre un islam modéré et la démocratie. Est-ce qu'on s'est trompé ? C'est-à-dire que beaucoup d'observateurs se disaient, vu le parcours politique d'Erdogan, qui a très rapidement fait partie des premiers mouvements islamistes, religieux en Turquie, eh bien, il a un projet politique. En fait, ce projet politique, au début, lorsqu'il était maire d'Istanbul, c'est là qu'il s'est forgé une personnalité. C'est un homme qui a travaillé sur le terrain, qui a fait de grands travaux qui ont assaini Istanbul. Bref, on a eu la sensation de voir un personnage moderne, prêt à assumer et prêt à faire les pas nécessaires vers l'Union européenne. Une fois que ces pas n'ont pas servi, eh bien c'est un autre Erdogan qui apparaît aujourd'hui. C'est un homme qui dit « j'ai un support populaire d'au moins 50% de la population et je me tourne vers des valeurs religieuses et géographiquement vers ma zone qui est le Proche-Orient, non pas l'Europe ». Des valeurs religieuses et ultranationalistes, parce que l'alliance politique... Bien entendu que cette alliance uniquement religieuse ne lui permet pas de maintenir son pouvoir. Et curieusement, c'est l'association avec les ultranationalistes de Turquie qui lui donne aujourd'hui... Alors, est-ce qu'il est un peu pris au piège par ces ultranationalistes ou bien cela correspond-il à son projet politique ? Difficile à dire. Dans tous les cas, il est forcé d'avoir un projet nationaliste qui se mêle pour lui au projet religieux qui fait référence à cet ancien empire immense, l'Empire ottoman. Alors lui est au pouvoir maintenant depuis 18 ans. Qu'est-ce qu'il peut encore espérer, Erdogan ?
Je crois que Recep Tayyip Erdogan espère plus que les années du pouvoir. Il espère une transformation symbolique définitive de la Turquie. Cette Turquie laïque, liée à l'Occident, aux mœurs dissolues et au fond contraint à fréquenter un monde qui n'est, selon le président, qui n'est pas le sien, eh bien, aujourd'hui, l'idée de Recep Tayyip Erdogan, c'est de montrer, par ses années de pouvoir, que la Turquie a profondément changé et de supplanter, d'une certaine manière, Kemal Atatürk, qui est le fondateur de la Turquie moderne, un général aux victoires militaires, ce que n'est pas Recep Tayyip Erdogan. Et en 2023, on célébrera le centenaire de cette... 2023, c'est le centenaire. On a vu que le symbolisme chez Recep Tayyip Erdogan est très important. Sainte-Sophie, redevenue mosquée. Nous n'avons plus de compte à rendre à des puissances presque coloniale chrétienne et surtout 2023, eh bien, quelque part, c'est une apothéose, celle de dire la Turquie moderne existera pour toujours, mais elle sera religieuse et elle sera la création du président Erdogan. Merci Abraham pour cet éclairage. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitique. Merci. Plaisir partagé. Merci. La popularité du président turc doit beaucoup à la croissance extraordinaire de l'économie de son pays ces 20 dernières années. Mais le miracle semble terminé. Cette année, la Turquie est entrée en récession. Décryptage Olivier Colère avec Serge Chéréau et Anne Rizardi. 17 ans de pouvoir sans partage pour le président Recep Tayyip Erdogan, dont la popularité repose beaucoup sur ses succès économiques colossaux. Une croissance à 2 chiffres à faire pâlir d'envie l'Union européenne, mais aujourd'hui, confronté à un coup d'arrêt brutal de la conjoncture mondiale, le maître d'Ankara a musclé son discours nationaliste et religieux et dénonce l'orchestration d'un complot économique international. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par des provocations, des coups d'État, ils essayent de le réaliser avec l'argent. En un mot, c'est une guerre économique. Sous son règne, des centaines de milliers de Turcs sont sortis de la grande pauvreté grâce à une croissance économique insolente. Mais le pays, réputé pour son dynamisme et sa solidité, vacille. C'est la fin du miracle économique turc. 11% de croissance en 2011, un indicateur en chute libre, avec une chute du produit intérieur brut de 9% en 2020. L'économie nous impacte beaucoup. On est inquiet, nous sommes sur la mauvaise pente. Dans les conditions actuelles, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Plus la devise s'écroule, plus les prix augmentent. Une inflation galopante, une hausse spectaculaire du chômage et l'effondrement constant de la monnaie nationale, la livre turque, qui connaît depuis 10 ans une chute de sa parité avec le dollar et l'euro, rien que depuis le début de l'année 2020, moins 30%. Tous les indicateurs sont passés au rouge et les défis sont de taille. Pour le président Erdogan, 1 million de jeunes se retrouvent chaque année sur le marché du travail. Pour relancer la croissance, la Turquie mise beaucoup sur des chantiers pharaoniques et la manne d'investisseurs venus de l'étranger, mais la bulle immobilière risque d'éclater et de fragiliser une économie et un président plus exposé que jamais. Chypre est une île coupée en deux depuis 1974. Suite au coup d'État qui a renversé l'archevêque président Makarios, la Turquie envoyait ses troupes pour défendre la minorité turque de l'île. Une équipe de la télévision suisse romande était sur place pour le magazine Temps Présent. Voici un extrait de ce reportage et c'est notre rubrique ce jour-là. L'armée turque est à Chypre. Elle tient 40% de l'île. Elle y a débarqué en réponse au coup d'État contre Makarios, fomenté par les extrémistes chypriotes grecs associés aux généraux d'Athènes.
Nicosie, le 30 août dernier. La fête nationale turque est célébrée avec éclat dans la zone occupée par les soldats d'Ankara. On fête la victoire remportée sur l'ennemi héréditaire grec, mais surtout, on anticipe sur le projet politique que la Turquie de M. Ecevit voudrait imposer, le partage de l'île en 2 États turcs et grecs réunis dans une fédération. En attendant, l'armée turque est là et sa seule présence a provoqué sur ce radeau coupé du monde de 200 km sur 100 un invraisemblable exode. Les Grecs fuient les Turcs et les Turcs fuient les Grecs. Nous sommes venus pour combattre. Combattre quoi? Pour protéger la communauté turque, la terre turque et la nation turque. Les raisons des soldats turcs ne sont pas celles des Chypriotes grecs. Eux ne songent qu'à fuir l'envahisseur, le plus vite possible, en abandonnant derrière eux leurs biens, leur occupation, leurs maisons. On nous a dit qu'il y avait des tanks près du village. Les gens ont eu peur, j'ai eu peur et je suis partie. Environ 40 000 familles, près de 200 000 personnes, soit 40% de la population chypriote grecque, sont devenues d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, des réfugiés. Voilà, parmi les livres consacrés au président de la Turquie, il y en a beaucoup. Nous avons retenu Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, écrit par le journaliste Guillaume Perrier, et c'est édité chez Actes Sud. On peut revoir aussi cet excellent documentaire réalisé par Jean-François Colosimo et Nicolas Glimois, Turquie, nation impossible, générique. La semaine prochaine, les théories du complot, elles enflent, elles foisonnent et virevoltent autour du Covid. Nous recevrons dans Géopolitis l'historienne Marie Pelletier. D'ici là, restez curieux. On se retrouve même heure, même place sur la RTS et sur les écrans de notre partenaire TV5 Monde. Géopolitis que l'on retrouve aussi en podcast et sur YouTube. Merci de nous y suivre toujours plus nombreux. À bientôt.